Salut, esprit curieux. Bienvenue dans cette exploration intellectuelle. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir attiré par les mêmes schémas dans votre vie ou d'avoir un rêve si vif et étrange qu'il semblait venir d'ailleurs? Et si ces schémas n'étaient pas aléatoires? Et si c'était des échos d'une mémoire humaine ancestrale que nous partageons tous? Nous vivons à une époque obsédée par l'identité. Mais qu'est-ce qui vous définit? Votre travail? Vos souvenirs? Vos peurs? Le psychologue suisse Carl Gustav Jung a suggéré que nous sommes bien plus que notre biographie personnelle. Il a proposé qu'au plus profond de chacun de nous repose un vaste océan de sagesse collective, une véritable carte de l'âme humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant et parfois mystique de Carl Jung. Nous laisserons derrière nous la surface de la conscience pour nous immerger dans les profondeurs de la psyché. Nous parlerons de l'inconscient collectif, des figures qui l'habitent, les archétypes et du voyage le plus important de tous, le processus d'individuation. Avant de commencer, une brève précision. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre Jung, nous devons d'abord comprendre d'où il vient. Né en Suisse en 1875, Carl Jung n'était pas seulement un psychologue, c'était un explorateur. Il a grandi entouré de religion et de spiritualité, ce qui a profondément marqué sa pensée. Initialement, il fut le protégé et l'héritier apparent de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Freud avait révolutionné le monde avec son idée de l'inconscient, un réservoir de désirs refoulés, principalement de nature sexuelle, qui dictait notre comportement. Jung était fasciné. Il voyait en Freud un mentor et pendant un temps, ils furent incroyablement proches. Ils collaborèrent intensément, voyant l'un dans l'autre l'avenir de la psychologie. Mais la rupture était inévitable. Jung sentait que la vision de Freud était trop limitée. Pour lui, réduire toute névrose et tout comportement humain à l'instinct sexuel était incomplet. Jung voyait quelque chose de plus dans la psyché humaine. Il y voyait un besoin inné de sens, de connexion spirituelle, quelque chose que Freud, athée déclaré, écartait d'un revers de main. Cette rupture fut dévastatrice pour Jung, mais ce fut aussi sa libération. Elle le mena à une période de profonde introspection, une descente aux enfers personnels. Pendant des années, il confronta son propre inconscient, enregistrant ses rêves et visions dans ce qui serait plus tard connu sous le nom de Livre rouge. Ce fut le creuset où se forgea sa psychologie. Ce que Jung recherchait était une carte complète de la psyché. Non seulement les parties blessées ou refoulées de notre enfance, mais la totalité de ce que signifie être humain. Son travail n'est pas seulement une thérapie pour soigner ce qui est malade, c'est un guide pour que la personne saine atteigne son plein potentiel. Une psychologie pour la totalité. Alors, à quoi ressemble cette carte selon Jung? Elle commence comme Freud avec le moi ou l'ego, qui est simplement notre conscience éveillée. C'est le centre de notre identité quotidienne, ce que nous pensons être. Mais cela, pour Jung, n'est que la pointe visible d'un immense iceberg. Sous la surface, l'eau devient profonde et sombre. Juste en dessous de la conscience se trouve l'inconscient personnel. C'est le concept le plus proche de celui de Freud. C'est notre propre cave privée. Il contient tout ce que nous avons oublié, refoulé ou simplement pas remarqué. Ce sont nos souvenirs d'enfance, nos traumatismes personnels et nos expériences uniques. Dans cet inconscient personnel vivent ce que Jung a appelé des complexes. Un complexe est un groupe d'idées ou de souvenirs chargés émotionnellement autour d'un thème central. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir un complexe de puissance ou un complexe maternel. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, mais ce sont des nœuds d'énergie psychique qui influencent notre comportement. Jusqu'ici, Jung et Freud pourraient être d'accord, mais c'est au niveau suivant que Jung fait son saut le plus radical et fascinant. Il a proposé qu'en dessous de notre petit inconscient personnel, il existe une couche beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne et universelle. C'est ce qu'il a appelé l'inconscient collectif. Pensez-y, l'inconscient collectif n'est pas quelque chose que vous avez expérimenté. C'est quelque chose que vous avez hérité. C'est le dépôt de l'expérience psychique de toute l'humanité, accumulée pendant des millions d'années. C'est la mémoire de nos ancêtres, non pas en détail, mais en schéma. C'est le logiciel de base que tous les humains partagent à la naissance. Ce fut une idée révolutionnaire. Jung disait que nous ne naissons pas comme une ardoise vierge ou tabula rasa. Nous naissons avec une prédisposition à expérimenter le monde de certaines manières. Nous avons une tendance innée à reconnaître une mère, à craindre l'obscurité, à chercher un héros, à être fasciné par le feu. Quelle était la preuve de Jung pour quelque chose d'aussi extraordinaire? Les rêves, les mythes et les contes de fées. Jung, un lecteur vorace de mythologie et de religion du monde, a remarqué quelque chose d'étonnant.
les mêmes histoires, les mêmes symboles et les mêmes personnages apparaissaient encore et encore dans des cultures qui n'avaient jamais eu de contact entre elles. Le héros qui vainc le dragon, le déluge universel, l'arbre du monde, la Mère Vierge, le Dieu qui meurt et ressuscite. Comment était-il possible que les Égyptiens, les Grecs, les Nordiques et les Aztèques aient des récits centraux si similaires? La réponse de Jung était l'inconscient collectif. Ils ne copiaient pas, ils s'abreuvaient à la même source psychique. Et pas seulement dans les mythes. Jung découvrit ces mêmes symboles universels dans les rêves et les fantasmes de ses patients. Des personnes modernes, éduquées, qui n'avaient aucune connaissance de la mythologie antique, produisaient dans leurs rêves des images et des récits identiques aux mythes archaïques. Pour Jung, c'était la preuve que l'inconscient collectif était vivant et actif. Alors, l'inconscient collectif est comme le système d'exploitation de la psyché humaine. Il est universel. Mais que contient-il exactement? Quels sont les fichiers et programmes qui s'exécutent dans ce système? Jung les a appelés les archétypes. Et c'est ici que la carte de Jung devient incroyablement détaillée. Un archétype n'est pas une image spécifique ou une idée. C'est une forme ou un modèle inné. C'est une prédisposition à former certaines images ou idées. Jung l'a comparé à l'instinct d'un oiseau pour construire un nid. L'oiseau n'apprend pas à construire le nid. Il sait simplement comment le faire. Le nid est un archétype en action. De la même manière, nous n'apprenons pas à reconnaître l'idée de mère. Nous avons un archétype de la grande mère qui s'active avec notre mère réelle. Cet archétype contient toutes les possibilités de la maternité. La mère qui nourrit, la mère qui donne la vie, mais aussi la mère dévorante ou la mère terrible. L'archétype en lui-même est invisible, c'est une forme vide. Ce que nous expérimentons est l'image archétypique. Quand un mythe parle d'un vieux sage, comme Merlin, Dumbledore ou Obi-Wan Kenobi, c'est l'image archétypique. L'archétype sous-jacent est la sagesse, le guide, la conscience supérieure. Les archétypes sont les habitants de notre inconscient collectif. Ce sont des centres d'énergie autonomes. Ils ont du pouvoir. Ils influencent nos émotions, nos perceptions et nos décisions sans que nous nous en rendions compte. Jung a identifié d'innombrables archétypes, le héros, le bricoleur ou trickster, l'enfant divin, le père. Mais certains sont cruciaux pour notre développement. Explorons les 4 archétypes principaux que, selon Jung, nous devons confronter pour devenir complets. Ce sont la persona, l'ombre, l'anima ou l'animus et le soi. C'est le cœur du voyage jungien. Le premier pas est de reconnaître notre masque. Le premier archétype que nous rencontrons, ou plutôt que nous créons, est la persona. Ce mot vient du latin et désignait les masques que portèrent les acteurs dans le théâtre grec. Pour Jung, la persona est exactement cela. C'est le masque social que nous utilisons pour nous adapter au monde. C'est notre rôle de bon élève ou de professionnel accompli. La persona est nécessaire. Nous ne pouvons pas traverser le monde en montrant chaque pensée et émotion brute. C'est l'interface entre notre ego et le monde extérieur. Le problème n'est pas d'avoir une persona. Le problème est de croire que nous sommes notre persona. C'est confondre notre masque avec notre véritable visage. Quand quelqu'un s'identifie complètement à son rôle, nous disons qu'il est gonflé par la persona. Le politicien qui ne peut pas cesser d'être politicien à la maison. Le médecin qui se prend pour un dieu. Ils ont oublié qui ils sont derrière le masque. Pour Jung, la première étape de la croissance est de retirer la persona, de reconnaître que ce n'est qu'un déguisement. Maintenant, qu'advient-il de toutes les parties de nous qui ne correspondent pas à ce masque poli? Tous nos impulsions, nos peurs, nos insécurités, notre égoïsme et nos désirs inacceptables. Où vont-ils? Nous les balayons sous le tapis. Nous les jetons dans un sombre sous-sol psychique. Bienvenue au deuxième archétype, l'ombre. L'ombre est le double moi. C'est notre jumeau obscur. Elle contient tout ce que nous refoulons parce que c'est incompatible avec notre persona. C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est la partie de nous qui nous fait honte. Jung a dit que nous projetons tous une ombre, et moins nous en sommes conscients, plus elle sera sombre et dense. Comment reconnaissons-nous notre ombre? C'est facile, nous la voyons chez les autres. Ces choses qui nous irritent irrationnellement chez d'autres personnes, ces jugements moraux que nous portons avec tant de véhémence, sont souvent des projections de notre propre ombre. Ce que nous détestons le plus chez l'autre, c'est ce que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes. La tentation est de nier ou de détruire l'ombre. Mais pour Jung, c'est une erreur catastrophique. L'ombre n'est pas seulement méchanceté. Elle contient aussi une immense vitalité. Elle contient notre créativité refoulée, notre assertivité, nos instincts animaux. C'est de l'or dans l'obscurité. L'objectif n'est pas de l'éliminer, c'est de l'intégrer. Intégrer l'ombre signifie la reconnaître. Cela signifie dire « Oui, cette colère, cette envie, cette paresse, c'est aussi moi ». C'est un acte d'humilité et d'honnêteté radicale. Ce faisant, nous lui retirons son pouvoir destructeur et gagnons accès à son énergie. Nous devenons plus complets, plus réels, moins hypocrites. C'est un travail difficile et douloureux. Très bien.
Nous avons retiré la persona et commencé à dialoguer avec notre ombre. Maintenant, nous plongeons encore plus profondément. Dans l'inconscient collectif, nous trouvons des figures qui représentent l'autre en nous. Ici, Jung introduit l'anima et l'animus. Ce sont les archétypes de genre. En termes simples, l'anima est l'image archétypique du féminin qu'un homme porte dans son inconscient. C'est sa femme intérieure. Ce n'est pas une femme en particulier, mais une conglomération de toutes les expériences de sa lignée avec le féminin. Elle représente l'émotion, l'intuition, la connexion, la créativité. Au contraire, l'animus est l'image archétypique du masculin qu'une femme porte dans son inconscient. C'est son homme intérieur. Il représente la logique, la raison, l'action, l'assertivité, le logos. Encore une fois, c'est une image collective, pas un homme spécifique. Pourquoi est-ce important? Parce que, tout comme l'ombre, nous avons tendance à projeter ces archétypes. Un homme projettera son anima sur une femme réelle. Il tombera amoureux non pas de la femme, mais de l'image de sa propre âme qu'il voit en elle. Cela mène à l'infatuation, mais aussi à une grande désillusion lorsque la femme réelle ne correspond pas à la déesse projetée. La même chose se produit avec la femme et son animus. Elle peut le projeter sur un homme, le cherchant comme une figure d'autorité, un héros ou un sage, seulement pour être déçue. Ou, si son animus est négatif, elle peut se sentir constamment critiquée ou dominée par une voix intérieure masculine. Un animus non intégré peut la rendre rigide et argumentative. Le travail ici est de retirer la projection. C'est de différencier entre la personne réelle et l'archétype que nous avons projeté sur elle. C'est d'intégrer ses qualités en nous-mêmes. L'homme doit développer sa propre connexion émotionnelle, son anima, au lieu de la chercher uniquement chez les femmes. La femme doit développer sa propre logique et son assertivité, son animus. En intégrant l'anima ou l'animus, la personne devient psychologiquement androgyne, dans le meilleur sens du terme. L'homme accède à son intuition et sa sensibilité. La femme accède à son pouvoir et sa raison. Ils deviennent plus complets, plus créatifs et capables d'avoir des relations plus authentiques en voyant l'autre personne pour ce qu'elle est. À mesure que nous intégrons ces archétypes, nous en rencontrons d'autres dans les profondeurs. Il y a l'archétype du vieux sage ou de la vieille sage ou sénex. C'est la figure qui apparaît dans nos rêves comme un guide, un mentor, un professeur. Il représente la sagesse accumulée de l'humanité. C'est l'archétype du sens. Il y a aussi l'archétype du héros. C'est le récit central de tant de cultures. Le héros est la partie de notre ego qui ose s'aventurer dans l'inconnu, l'inconscient, combattre le dragon, l'ombre, les complexes et secourir la princesse, l'anima, l'âme. C'est l'archétype de la transformation. Ou le bricoleur, trickster, des figures comme Loki ou le coyote. Cet archétype est ambigu, c'est un agent du chaos, il enfreint les règles, c'est un farceur. Mais sa fonction est cruciale. Il défie l'ego, brise la rigidité de la persona et ouvre un espace pour de nouvelles possibilités. C'est le chaos créatif qui précède un nouvel ordre. Et puis il y a l'archétype central, le plus important de tous. L'archétype de la totalité et de l'ordre. Jung l'a appelé le soi, en allemand Selbst. C'est l'objectif final du voyage. Si l'ego est le centre de la conscience, le soi est le centre de la psyché totale, incluant la conscience et l'inconscient. Le soi est le principe organisateur. C'est la totalité que nous étions avant de naître et la totalité que nous cherchons à atteindre. C'est l'union de tous les opposés, conscients et inconscients, masculin et féminin, lumière et obscurité. C'est l'objectif dont nous parlions au début. C'est l'image de Dieu au sein de la psyché humaine. Les archétypes ne sont pas seulement des concepts intellectuels. Ils s'expérimentent, ils se ressentent. Ils ont une qualité lumineuse, un mot que Jung utilisait pour décrire une expérience qui se sent sacrée, mystérieuse et bouleversante. Rencontrer un archétype, c'est sentir que l'on touche à quelque chose de divin, quelque chose de bien plus grand que son petit ego. Et cela nous amène au processus central de la psychologie jungienne. Maintenant que nous connaissons la carte, la psyché et ses habitants, les archétypes, nous pouvons comprendre le voyage. Ce voyage s'appelle le processus d'individuation. C'est l'idée la plus importante et le but de la vie, selon Jung. L'individuation est le processus de toute une vie pour devenir ce que l'on est vraiment. C'est le voyage de devenir soi-même. Il est important de clarifier. Ce n'est pas de l'individualisme au sens égoïste de moi d'abord. C'est le contraire. C'est devenir indivisible, c'est-à-dire complet, entier, non divisé. Jung croyait que le but de la vie n'est pas d'être heureux, ni d'être parfait, ni même d'être bon. Le but est d'être complet. Et être complet signifie intégrer toutes les parties de soi-même, surtout celles que l'on a rejetées. C'est un processus d'unification des opposés qui habitent en notre intérieur. Le processus d'individuation commence souvent dans la seconde moitié de la vie. La première moitié de la vie, selon Jung, est consacrée à la construction de notre ego et de notre persona. Nous allons à l'école, obtenons un emploi, fondons une famille. Nous nous adaptons au monde extérieur.
Mais ensuite, souvent lors de la crise de la quarantaine, cela cesse d'être suffisant. Nous ressentons un vide, un manque de sens. C'est l'appel du soi. C'est l'âme qui dit « Très bien, tu as construit ta vie dans le monde. Il est maintenant temps de construire ta vie intérieure. » C'est le début du voyage de retour à la maison, à la totalité. Et la première étape est douloureuse, c'est la confrontation avec l'ombre. On doit cesser de blâmer les autres pour ses problèmes et commencer à regarder à l'intérieur. Cela demande une honnêteté brutale pour reconnaître ses propres défauts, sa propre obscurité. C'est le travail d'intégrer l'ombre, c'est le moment où le héros descend aux enfers pour combattre le dragon qui est lui-même. Après avoir confronté l'ombre, la prochaine grande rencontre est avec l'anima ou l'animus. Le voyageur doit différencier son âme de ses projections. Il doit cesser de chercher la femme parfaite ou l'homme parfait à l'extérieur et à la place, cultiver cette relation avec sa contrepartie interne. C'est un processus de dialogue interne. Jung l'appelait imagination active. C'est parler aux figures de vos rêves et fantasmes comme si elles étaient réelles. C'est demander à votre ombre ce qu'elle veut. C'est demander à votre anima ce qu'elle ressent. C'est traiter votre monde intérieur avec sérieux. À mesure que ces archétypes s'intègrent, le centre de gravité de la personnalité commence à changer. L'ego, qui avait l'habitude de mener le bal, se rend compte qu'il n'est pas le roi. Il est plus comme un premier ministre. Le véritable roi, le centre, est le soi. L'individuation ne signifie pas que vous devenez parfait. Cela ne signifie pas que vous cessez d'avoir une ombre ou une persona. Cela signifie que vous en êtes conscient. Cela signifie que vous cessez d'être une marionnette de vos complexes et archétypes et que vous commencez à avoir une relation consciente avec eux. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre symphonie intérieure. Le résultat est une personne authentique, quelqu'un qui n'est pas gonflé par sa persona, ni possédé par son ombre, quelqu'un qui est capable d'avoir des relations matures parce qu'il a retiré ses projections, quelqu'un qui a trouvé un sens à sa vie qui vient de l'intérieur, non de l'approbation externe. Pour Jung, ce n'est pas seulement un voyage personnel, c'est un impératif moral. Il croyait que les grands maux du XXe siècle, comme le fascisme et les guerres mondiales, survenaient parce que les masses d'individus n'avaient pas fait leur travail intérieur. Ils projetaient leur ombre collective sur un ennemi, juif, communiste, etc. et la détruisaient là. La seule cure à la folie des masses, disait Jung, est que les individus aient le courage de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Le travail d'intégration de sa propre ombre est l'antidote contre le mal collectif. L'individuation n'est pas un luxe égoïste, c'est une responsabilité sociale et éthique. Maintenant, il est crucial de comprendre que Jung ne se voyait pas comme un mystique, mais comme un scientifique empirique, un scientifique de la psyché. Il disait « je ne crois pas, je sais ». Il basait ses théories non sur la foi, mais sur des décennies de preuves cliniques, sur l'analyse de milliers de rêves et sur sa profonde étude de la mythologie mondiale. Il voyait l'alchimie, par exemple, non pas comme une tentative absurde de faire de l'or, mais comme un manuel psychologique. La prima materia, matière première, était la psyché non développée. Le lapis ou la pierre philosophale était le symbole du soi, la totalité atteinte après un long et difficile processus de transformation. De la même manière, il voyait les religions comme des systèmes psychologiques incroyablement sophistiqués. Elles étaient les réceptacles que les cultures avaient créés pour faire face au pouvoir accablant des archétypes. Le rituel, le mythe, le dogme, c'étaient des moyens de canaliser l'énergie de l'inconscient collectif de manière sûre. Jung s'inquiétait pour l'homme moderne. Il sentait qu'en perdant la religion et le mythe à l'ère de la science, nous avions perdu notre réceptacle. Nous nous étions déconnectés de l'inconscient collectif. Cela nous laissait névrosés, aliénés et cherchant désespérément un sens. L'âme était affamée. Sa psychologie, la psychologie analytique, fut sa tentative de créer un pont. Un pont pour que l'homme moderne puisse se reconnecter avec son âme, avec les profondeurs, non par une foi aveugle, mais par l'expérience personnelle directe, à travers l'analyse des rêves, l'imagination active et le travail d'individuation. Quel est l'héritage de Jung aujourd'hui? Il est immense, bien que souvent invisible. Son impact sur la psychologie fut profond. L'idée d'introversion et d'extraversion, si courante aujourd'hui, vient de Jung. Il fut le premier psychologue à classer les types psychologiques, pensée, sentiment, sensation, intuition. Le populaire indicateur de personnalité Myers-Briggs, utilisé dans les entreprises et le développement personnel partout dans le monde, est une application directe de la théorie des types de Jung. Bien que de nombreux psychologues académiques le critiquent pour sa rigidité, sa popularité montre à quel point l'idée de Jung, selon laquelle nous avons différentes manières de percevoir le monde, résonne. Son impact sur la culture est encore plus grand. Le mythologue Joseph Campbell, dont l'œuvre « Le héros aux 1000 visages » a changé la façon dont nous comprenons les histoires, fut un étudiant direct des idées de Jung.
Campbell a repris l'archétype du héros de Jung et l'a transformé en monomythe ou voyage du héros. George Lucas a explicitement utilisé le travail de Campbell et donc de Jung pour écrire Star Wars. Luke Skywalker est le héros. Dark Vador est l'ombre, littéralement le père sombre. Obi-Wan est le vieux sage. Leia est l'anima. C'est une histoire jungienne de bout en bout, et c'est pourquoi elle résonne si profondément en nous. Presque toutes les grandes histoires à succès, de Harry Potter au Seigneur des Anneaux ou Matrix, suivent ce schéma archétypique. Les archétypes de Jung ne sont pas seulement de la psychologie, ils sont la structure fondamentale de la narration humaine. C'est la raison pour laquelle les histoires nous touchent. Nous voyons notre propre voyage s'y refléter. Le mouvement de l'auto-assistance et la spiritualité New Age se sont aussi profondément abreuvés de Jung, parfois en simplifiant ses idées. Des concepts comme trouver son moi intérieur, se connecter à son ombre ou le pouvoir des symboles sont des échos directs de la pensée jungienne, filtrés pour un public de masse. Même en thérapie, son influence perdure. Bien que la psychanalyse freudienne stricte ait perdu de sa popularité, la thérapie jungienne, ou psychologie des profondeurs, est toujours pratiquée. Elle se concentre sur l'analyse des rêves, le travail avec les symboles et l'objectif à long terme de l'individuation, plus que sur la simple élimination des symptômes. Bien sûr, Jung n'est pas exempt de critique. Pour la psychologie académique moderne, surtout la comportementaliste ou la cognitive, Jung est trop mystique. Il le voit plus comme un philosophe ou un gourou que comme un scientifique. Ces théories sont difficiles à prouver ou à falsifier avec la méthode scientifique traditionnelle. L'inconscient collectif est-il une réalité littérale ou une métaphore poétique? Les archétypes sont-ils des structures cérébrales innées ou simplement des schémas culturels appris? La science du cerveau n'a pas encore trouvé de localisation pour l'anima. Pour les sceptiques, Jung s'est trop éloigné de la science et s'est perdu dans l'occultisme. Il a également été critiqué pour ses prétendues sympathies nazies dans les années 30. C'est un point sombre et complexe de sa biographie. Bien qu'il se soit ensuite rétracté et ait aidé les Alliés, ses écrits de cette époque sur la psyché aryenne et la psyché juive sont profondément problématiques et une tache sur son héritage. De plus, certaines féministes ont critiqué ces concepts d'anima et d'animus comme essentialistes et désuets. Elles soutiennent qu'ils renforcent les stéréotypes de genre, suggérant que les femmes sont intrinsèquement émotionnelles, éros, et les hommes logiques, logos. C'est une critique valable que les jungiens modernes ont tenté de réinterpréter. Malgré ces critiques légitimes, la pensée de Jung perdure. Pourquoi? Parce qu'elle parle directement d'une expérience humaine que la science positiviste ignore souvent. L'expérience du sens, du symbole, du mystère, le sentiment que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous vivons dans un monde qui nous dit que nous sommes nos cerveaux, nos chimies, nos emplois. Un monde de données et d'algorithmes. Jung nous offre un contrepoids. Il nous offre un langage pour parler de l'âme. Il nous donne la permission de prendre nos rêves au sérieux. Il nous dit que nos névroses peuvent être la graine de notre plus grande croissance. L'héritage de Carl Jung n'est pas un ensemble de réponses faciles. C'est une carte vers les profondeurs de nous-mêmes. Il nous invite à regarder au-delà de la surface de notre persona, à honorer nos rêves, à avoir le courage de confronter notre ombre et à nous embarquer dans le voyage courageux et difficile de l'individuation. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais des porteurs de la sagesse collective de toute l'humanité. Et que le plus grand voyage que nous puissions entreprendre n'est pas vers l'espace extérieur, mais vers l'univers que nous portons en nous. Comme il l'a lui-même dit, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce fut un voyage dense, mais j'espère fascinant. Merci sincèrement de m'avoir accompagné dans cette exploration si profonde. Comprendre ces idées est le premier pas pour les appliquer. Merci pour votre temps et votre curiosité. Si ce voyage à travers la carte de l'âme vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futures analyses. J'adorerais lire vos commentaires. Quel archétype résonne le plus avec vous? L'ombre, l'anima, le héros? On se retrouve pour la prochaine exploration. Pour approfondir, il est utile de contraster l'ombre avec l'inconscient personnel freudien. Pour Freud, l'inconscient était principalement un dépôt de matériel refoulé, presque tout négatif ou socialement inacceptable. C'était un problème à gérer. Pour Jung, l'ombre est cela, mais c'est aussi une source de pouvoir et de renouveau. Ce n'est pas seulement maléfique. Cette distinction est clé. Intégrer l'ombre n'est pas seulement un acte de nettoyage moral, c'est un acte de récupération d'énergie. Un artiste peut trouver sa créativité la plus sauvage dans l'ombre. Un leader peut trouver son assertivité. La nier ne vous rend pas seulement hypocrite, cela vous rend faible, car vous renoncez à une partie de votre pouvoir psychique. Pensons aussi à l'anima et à l'animus dans le monde moderne. À mesure que les rôles de genre deviennent plus fluides, ces idées peuvent sembler désuètes.
Cependant, un Jungien moderne dirait que les archétypes ne concernent pas les rôles sociaux, mais les énergies psychiques. Le logos, raison, structure, et l'éros, connexion, relation. Indépendamment du genre biologique ou de l'identité de genre, toute psyché a besoin d'un équilibre sain entre la capacité de structurer, animus, logos, et la capacité de se relier, anima, eros. L'individuation exige que nous cultivions tous ces deux énergies, au lieu de les projeter ou de les réprimer en nous basant sur des stéréotypes sociaux. Un autre archétype fascinant est le puer aeternus, ou l'enfant éternel. C'est l'archétype de l'adolescent éternel. Pensons à Peter Pan. Il est charmant, créatif, plein de possibilités, mais il refuse de grandir. Il refuse de s'engager, de s'enraciner, d'affronter la réalité. C'est un piège courant dans la culture moderne. L'opposé est le sénex ou le vieillard. C'est l'archétype de la rigidité, de l'ordre, de la tradition, mais aussi de la stagnation et du cynisme. Le puer craint le sénex et le sénex méprise le puer. L'individuation requiert un équilibre, la créativité de l'enfant combinée à la responsabilité de l'adulte. Le soi comme objectif se manifeste souvent dans les rêves à travers des symboles de totalité. Le plus courant est le mandala, le mot sanskrit pour cercle. Jung a remarqué que ses patients, en période de grande transformation, dessinaient spontanément des figures circulaires ou carrées. C'était la psyché qui tentait de créer de l'ordre et de la totalité. D'autres symboles du soi incluent la pierre philosophale, la cité céleste, le mariage mystique, l'union du roi et de la reine, ou animus et anima. Lorsque ces symboles apparaissent, c'est un signe que le processus d'individuation est actif, guidant la personne vers l'intégration. En conclusion, la carte de Jung est complexe, mais son message est singulier. Nous sommes plus que ce que nous pensons. Nous portons en nous l'histoire du monde et le potentiel de la totalité. Le voyage est vers l'intérieur, le travail est l'intégration, et la récompense est une vie authentique et pleine de sens. Merci encore pour votre profonde attention. Si ce type d'analyse est ce que vous cherchez, l'abonnement est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Laissez votre commentaire sur l'idée de Jung qui vous a le plus marqué. Le soi est-il un objectif réaliste? À la prochaine!